comment tu t'appelles, jeune fille? Je m'appelle Claire. Claire. Bonjour, Bonjour, est-ce que ça Mathias. va bien? Oui, ça va. Vous êtes né en quelle année et quel jour et quel mois? Et où aussi? Moi, je suis né à Corato, en Italie du Sud, le 12 avril 1924. D'accord. Maurice, scène 1, Mathias. On attend. Comment ils étaient vos parents avant? Est-ce qu'ils étaient gentils ou un peu Oui, stricts? mes parents, c'était des personnes très gentilles, du fait déjà que lorsque j'ai eu 5 ans, j'ai perdu ma maman. Ah, Voilà. Pour une bronchite mal tournée, ma maman est décédée à 30 ans. Mon papa, il avait besoin, tant qu'on était loin de la famille, de se remarier tout de suite. Et il s'est marié avec cette jeune fille qui venait de finir les études d'enseignante à l'école. En 2030, elle avait 19 ans. Voilà. Et c'est elle qui a pris la responsabilité de former une nouvelle famille. Personnellement, je peux dire, elle a fait les essais, elle nous a adorés. Et elle nous aimait beaucoup. Il nous faisait beaucoup de douceur, beaucoup de travail. Tu comprends, Marcias? Oui. Une jeune fille de 19 ans, qu'elle commence tout de suite à avoir 3 enfants, plus son mari. Mais on était 2 familles qu'on a cohabité pendant 20 ans. 19 ans exactement. Et on était 2 familles nombreuses. Et quand on fêtait les fêtes de Noël, Pâques, les anniversaires, les 2 familles se réunissaient. En définitive, on était 9 enfants dans la maison. Ma nouvelle maman faisait le pain toutes les semaines, 5-6 kilos de pain par semaine. La lessive, tout à la main. Les dîners, midi, soir, c'était tout à préparer. Une femme à l'époque, il avait vraiment du travail. Et nous, les enfants, il fallait connaître notre maman. Voilà. d'accord. Il y a autre chose que je vais te dire. J'ai eu un gros chien, un danois, et un petit chien pour aller à la chasse aussi. Voilà. D'accord. Et on faisait, après notre pain, on faisait du pain de son pour les chiens. Mais il était tellement bon, ce pain de son, on enlevait toujours les croûtes. On mangeait parce que c'était bon à manger, avec des olives, avec des choses, voilà. On était vraiment primitifs encore, tu comprends? Oui. Qu'est-ce que vous mangez le plus? Qu'est-ce qu'on mangeait le plus? Oui. Oui, ça c'est une bonne question.
Alors, mon papa, il touchait le salaire tous les fêtes de mois. Oui. Et chaque fois, il faisait les provisions au moins pour le mois. Parce qu'on était loin de la ville, on était quand même à 12 km de la ville, du village de la ville où on allait faire les commissions. Alors, il faisait les commissions pour le mois entier. Alors, il prenait beaucoup, des lentilles, des haricots, des pois chiches, tous des légumes déjà déshydratés que on mélangeait avec les pâtes, des petites pâtes, selon l'article, selon ce que c'était. Il y avait un type de pâte à mélanger avec, bien assaisonnée, hein, faisait une sauce de tomate et tout, bien assaisonnée. Et ça, c'était le plat principal. Sans compter que nous, là-bas où on était, il y avait une grande ferme de presque de 200 moutons et tout. On avait toujours du fromage. Alors, on râpait beaucoup de fromage D'accord. et on le mettait sur les pâtes. Il y avait des tomates qu'on faisait nous-mêmes à notre jardin. On avait un jardin immense. Et là-bas, il y a du soleil toute l'année. Il ne manque pas de soleil. On avait un four à pain qui devait faire un peu plus grand que cette table. Ah bah ça Alors, fait grand. et donc, on chauffait, quand ma maman il faisait le pain, il fallait se lever bonne heure, au moins 5 heures du matin. Parce que le pain, tu sais bien qu'on ne le met pas tout de suite au four. Oui. On fait chauffer l'eau, on fait macérer le pain, et après il faut qu'il monte. Et donc, on le mettait au four, et puis alors maman nous faisait toujours une fugace, quelque chose. Tu vois, quand il faisait le pain, c'était un peu une petite fête pour nous, pour les enfants. Il nous faisait toujours quelque chose. Vas-y, Mathias. Bah est-ce que avant c'était important l'agriculture? Je peux te parler de l'agriculture de notre région là-bas. C'était des arbres d'amandes, des oliviers, des amandiers, des oliviers et des vignes. Et c'était tout labouré à la main. Et en plus, toute fin de récolte, les personnes de la campagne taillaient les arbres. Un arbre taillé, il fallait qu'il ressemble un peu à un bouquet. Et on approvisionnait les fagots de ces arbres-là, surtout d'amandiers, pour chauffer le four, pour se chauffer l'hiver, parce qu'il n'y avait pas de chauffage avant. On avait une espèce de brassier avec un petit récipient en cuivre, et on mettait la braise dedans, et alors on se mettait autour, et puis notre maman il nous faisait de la lecture, il nous faisait des contes, voilà, comment qu'on se chauffait avant. Mais tout était labouré à la main. J'ai jamais vu, à mon époque, quand j'étais encore au moins jusqu'à 15 ans, hein, j'ai jamais vu un outil de laboration. D'accord. Mathias, tu m'as demandé de l'agriculture et de moi-même. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font, tes Bah parents? ils sont agriculteurs. Et, Vous avez des bêtes aussi? oui, on a des vaches. Combien? Je sais pas. Peut-être, je crois j'en ai dans les 60 ou 70. Tant que ça? Bah c'est pas beaucoup pour maintenant, c'est pas beaucoup. Bon. Eh bien, les pauvres, hein, ils ont du travail. Hein. Tu Oh. les suis dans leur boulot? Bah oui, des fois je les aide à faire des parcs ou à les réparer ou à changer des vaches de place. Ah, bien, bravo. Ben, c'est bien. Il faut les encourager, il faut les aider. Oui, oui, c'est ce que je fais. Vous êtes combien?
Frères et sœurs, et maman, papa. Bah moi, si je me compte pas, bah ça fait 6 si je me compte pas. 7, voilà. C'est une belle famille déjà, hein, les pauvres. Hein. Tu pourrais être encouragé à continuer si tu veux. Hein. Oui. Voilà. Parce qu'on est dans un site qui est magnifique ici. Voilà. Oui. Est-ce que avant il y avait une télé? Est-ce que les télés elles existaient? Non, les télés. Il n'y avait même pas de radio. Ah, Il n'y avait même pas de radio. J'ai commencé à aller à l'école au primaire à 5 ans et demi, 5 ans et 4 mois, 5 mois, voilà. La vie a continué et j'ai fait les primaires en 5e. J'allais en vélo, avec un vieux vélo de mon papa, hein, avec la jambe dedans, comme ça, tu sais comment on fait. oui. Voilà. Bah oui. Voilà, et je faisais 6 kilomètres avec une belle montée. Hein. J'ai même montré à Sophie une photo que j'avais présentée aux examens d'admission. Hein. Encore les dates et tout dessus, hein, je l'ai montré à Sophie. Et puis le problème, ça a été après. Il fallait qu'on me mette à la grande ville, à Bari, qui était à 50 km. Et je ne pouvais pas rentrer tous les jours. Alors, on m'avait loué un studio. Et donc, j'ai fait jusqu'au 3e industriel à l'école. C'est une école. On était déjà bien formés que lorsqu'on nous donnait quelque chose dans les mains, on savait de quoi s'agissait. Si c'était de laiton, si c'était du bronze, si c'était du fer, si c'était toutes les matières possibles, et comment commencer à les employer pour les travailler. Claire. À toi, Jason. Maurice, 3, Claire. Bravo. On regarde, on attend. On voit un acteur. Hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aviez connu la guerre quand vous étiez petit? Ah oui. J'en ai connu même plusieurs, mais celle qui m'a marqué le plus, c'était la guerre de 44. Là. Ils ne nous ont pas demandé si on voulait. Ils nous ont appelés d'office, ils nous ont envoyés, ils nous appelaient. Et puis voilà qu'on arrive à la caserne et il y a un lieutenant de religion qui a commencé à nous faire des discours. Et à 18 ans, on a quand même tous les sens. Hein. Déjà, on discute, on peut se poser des questions. Alors le curé, il a dit, c'est nous qu'on va gagner, c'est nous qu'on a raison, c'est nous... Et alors j'ai levé le doigt. Il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Et j'ai dit, si, de l'autre côté, il y a une autre personne comme vous qui l'a dit autant, on dit, ça ne tient pas debout. Ce que vous nous dites, ça ne tient pas debout, parce que les deux partis, ils font une guerre pour quoi faire? Ah, à ta place, ils m'ont renvoyé tout de suite en arrière. Et voilà qu'après, il y a un lieutenant qui est venu et il commence qui a un titre d'études, un pas en avant. Alors moi, j'avais le 3e industriel. Je me suis avancé en avant. Qui a un permis de conduire. J'avais pris le permis de conduire, moi, à 17 ans. Je l'avais, j'avais 18 ans. Un pas en avant. Et voilà, quelqu'un est venu et me met caporal. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, ben, c'est votre grade de l'armée, et vous allez avoir, on appelait ça une batterie, c'est-à-dire une quantité d'hommes qui allaient me suivre. Et c'est moi qui allais les commander, que je n'avais jamais fait d'exercice. On ne connaissait même pas ce que c'était que les musquets. Voilà.
Alors, au bout de quelques temps, on nous a envoyés pour que tout le monde aille à manger et tout. Et je me suis dit, ça sent mauvais là. J'ai dit, c'est peut-être qu'on va partir tout de suite. Et c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que toute ma compagnie, ma batterie plutôt, parce que c'était l'artilleria motorizzata, l'artillerie motorisée. Alors, le soir, après souper, moi, je n'ai pas soupé, je suis parti, comme ça, pour aller dire au revoir à une personne que j'aimais bien. Et voilà qu'en rentrant le matin, tout le monde était parti. Tous les copains et tout, la batterie, tout le monde était parti. La caserne était vide. Et en effet, ce qui se passe, c'est qu'ils les ont envoyés moitié en Russie, moitié aux îles d'Égée, vers la Grèce. Et ils ont tous été tués. Et bien voilà que malgré la punition que j'ai méritée, que je n'aurais pas dû partir, je suis encore vivant. Je me souviens d'une chose, c'est que mon papa, ma maman, bien souvent, de 40 kilomètres plus loin, ils nous amenaient de quoi manger pour les 15 personnes. Et on tirait la nourriture par derrière la caserne avec les draps. Vous voyez? Parce que personne ne s'occupait de nous, que c'était vraiment local. On te disait de faire ça et puis on t'oubliait. Il n'y avait pas une suite dans les opérations voulues. Est-ce que les Américains, ils ont apporté de nouvelles choses à manger? Oui, du chocolat, des chewing-gums. Et puis il y avait une espèce de petite boîte, je ne sais pas ce que je ne m'appelle plus, mais qu'on aimait bien. C'est pas le cornet de bif? Peut-être, je n'ai pas le souvenir des noms, mais c'était assez agréable. Je me souviens même qu'il y avait un Américain qui me disait, quand tu viens le matin, tu m'achètes un paquet de cigarettes, je t'en donne une. Et il aimait parce qu'il fumait les Camel, voilà. Il aimait cette marque italienne. Alors, j'allais au bureau de tabac, je lui prenais son paquet, j'en prenais une. Il dit, t'es gonflé toi? Tu as déjà pris ta portion? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous alliez faire? J'allais te la donner. Eh ben, je l'ai pris. Voilà, j'avais droit à une cigarette tous les matins. La première personne que je trouve en France, c'est une famille avec 2 enfants j'ai passé, pour venir en France, j'ai eu la chance de pouvoir passer par-dessous la galerie du train. À Ouamodan, il y a un tunnel qui passe le train, et en principe, on devait passer par la montagne. Oui. Et donc, je suis passé dessous le tunnel du train, en compagnie d'autres personnes qui venaient de faire les travaux, mais pas en compagnie. Hein. Et ils étaient devant et nous on les a suivis derrière, avec une petite famille que j'ai trouvée là-bas, la première famille française, avec 2 enfants, une fille et un garçon comme toi. Et c'était des braves gens, je ne les connaissais pas. Ils nous ont emmenés en bas chez eux. C'était un patron d'un café-restaurant. Ils m'ont fait donner le bras à sa fille, dit toi tu descends, et moi avec le garçon, j'avais un copain aussi qui venait avec moi, dit vous descendez comme si vous jouez. Et ils ont dévié la police, on était directement sur le restaurant. Ils nous ont fait doucher, nous laver et tout, et nous indiqué comment arriver à Grenoble. Voilà. Ces personnes, je ne les connaissais pas, moi. Oui, ils ont tombé du ciel, vraiment, parce que des personnes comme ça. Quand tu étais jeune, à 20 ans, pourquoi tu as quitté l'Italie? J'avais 22 ans. Dans la vie, il faut toujours espérer de faire mieux.
Et chez nous, là-bas, comme je t'ai dit, c'est très agricole. Il n'y avait pas vraiment d'un grand avenir d'industrie, il n'y avait rien. Alors pour commencer, je gagnais bien mon pain, je travaillais, mais pour qu'on puisse toujours améliorer. Et j'aimais la France. Je vois une affiche grande comme cette fenêtre, cherche mécanicien outilleur. Alors avec les valises dans la main, je suis rentré dedans. C'était M. Bertolucci, le patron. Je rentre avec les valises dedans. Le patron me dit, non, monsieur, on a besoin de rien, on a tout ce qu'il faut. Ben, je lui ai dit, c'est moi qui ai besoin de vous. Vous avez mis une affiche là. Ah, il dit. Alors il s'est levé, il m'a fait le tour autour de moi. Il me dit, vous êtes mécanicien? J'ai dit, oui. Alors, il m'a posé une question, bien appropriée évidemment pour lui. Il dit, est-ce que vous faites la politique? Oui, j'ai dit oui, j'en fais une. Plus vous m'en donnez, plus vous me donnez des sous, plus je vous en fais. Il s'est mis à rire, c'était une plaisanterie, quoi, que je lui disais. On ne donne pas de l'argent pour en faire plus de travail. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais te dire, c'est très important. Il paraît que toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie ne sont pas des personnes inconnues. Ce sont même que des siècles avant, ils ont eu ou des familles, ou des amis, des personnes qui nous ont côtoyés. Comprends? Je ne sais pas si tu comprends bien. C'est dans les religions, ça. Quand on dit qu'on connaît tout, on ne connaît rien. C'est tout à découvrir encore. Quand on se rend compte, on croit de connaître tout, c'est parce qu'on ne connaît rien. C'est tout à découvrir. Ta rencontre avec ta femme, ça s'est passé comment? Voilà, je suis arrivé en 1946, c'est-à-dire. Oui. Eh bien, dans une promenade à Place Grenette, en montant dans le tramway, ma femme était avec une copine, que c'était la sœur d'un copain à moi. Elle s'appelait Maurice, elle s'appelait Moreau comme moi. Et en montant sur le tramway, il appelle son frère qui était en bas. Maurice, je sais pas ce qu'il avait à lui dire. Alors, je me tourne, moi, j'ai dit, tu m'as appelé? C'était ma femme qui était sur le passager encore du tramway. Je dis, non, c'est ma copine. Je regarde ma femme, et l'instinct, et le visage, le physique et tout, j'ai dit, voilà ma femme. Elle avait 15 ans et demi. In città 100.000 lanterne c'è tutta. Et on s'est mariés 7 ans après. 7 ans qu'on s'est fréquentés par écrit et tout, puisque j'étais reparti en Italie, c'était un peu vaste pour toi. Ça. Mais j'avais 15 ans et demi, ma femme, quand je l'ai vue sa première fois. Vous avez su tout de suite que c'était votre femme. Hein? Ah oui, j'ai dit que ça, c'est ma femme. Tout de suite. Et elle avait une silhouette d'une actrice espagnole que j'aimais bien.
As-tu un mot à dire à Lulu? Ah oui, oui. J'avais pensé que si notre caméraman il me donne le temps, je leur ai chanté quelque chanson, une petite chanson. C'est une chanson pour qui, Mao? Alors, je vais, du fait que ma femme est handicapée en ce moment, ça fait un peu l'histoire depuis qu'on s'est connus et qu'elle connaît bien, parce que elle sait bien que je l'aime bien. Voilà, je vais la chanter pour elle. Lulu, je vais te chanter quelques petits retournelles là, de cette chanson que tu connais bien, mais malgré tout, je vais essayer de la chanter si j'arrive. Voilà, parce que cet événement d'aujourd'hui, que je ne m'attendais jamais de ma vie, j'ai donné le mérite à Sophie et tout le personnel qui l'a suivi. Alors, ouvre bien les oreilles. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano che un giorno mi accarezzava. E da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Je vous aime. Je t'aime. Et je vous souhaite d'arriver à mon âge. Voilà. Voilà. Il est bien le micro, pourquoi là? Vous auriez préféré être enfant maintenant? Les jeunes maintenant, ils ont un travail vraiment beaucoup plus sophistiqué. C'est tout de tête. C'est pas facile non plus, mais c'est mieux quand même. Quelque chose, une fatalité, ce téléphone. Tout le monde a le téléphone. Je me demande pourquoi on envoie encore les gosses à l'école. Ils n'ont plus que demander au téléphone et ils ont tout à portée du jour. Oui. Oui, oui. Tu sais t'en servir, toi, du téléphone? Oui. Voilà, tu vois. Déjà, je voulais savoir ce que c'était Voilà. ce dessin. Tu as compris le sens de cette photo? Oui, là c'est quand la personne sur le dessin, elle est jeune, et là quand elle est plus âgée. Voilà. Tu sais pourquoi on a fait cette silhouette? Non. Parce que bien souvent, les gens ne tiennent pas compte de l'âge qu'on a. Comme elle est jeune, j'y étais. Et en vieillissant, comme je suis, toi, tu seras. Je souhaite que tu auras 100 ans aussi. Hein. Mais tu comprends? Est-ce que tu as bien compris la photo? Quoi? Oui, j'ai l'impression. Il y a une chose que je voulais te dire, mon petit. Et tiens-toi bien pour dire, à une personne âgée comme moi, il faut éviter de dire, quand tu l'as fait un raconte ou quand tu lui dis quelque chose, mais non, papy, tu n'as pas compris. Il ne faut pas le dire ça. Tu ramènes tout à toi. Tu dis non, papy, je me suis peut-être mal exprimé, je me suis peut-être mal expliqué, et donc je vais renouveler mon dialogue. C'était comme ça? Oui. Voilà. Alors, ce dessin, je l'ai demandé à ma petite fille. À Elena, ma petite fille. Mais c'est une petite fille qui est grande hein, maintenant. Hein. Voilà.
personnellement, avec ma femme, on a toujours eu de bon cœur. Toujours du côté des plus faibles, du côté des plus nécessiteux, c'était de bon cœur. Voilà. Quel est votre dicton? Mon dit-on? Alors, là, c'est vraiment profond, ça. Hein? C'est une question très profonde. Alors, je vais te le dire et tiens-toi bien parce que je n'ai pas la force de bien expliquer. Il y a un dicton, c'est ma philosophie. Hein? Écoute bien, mon petit. Le lit, on le retrouve comme on l'a fait. Et puis il y a autre chose aussi. Il ne faut jamais être fixé et pondérant sur tes idées à toi. Admettons que tu te trouves avec des copains, il y en a un qui aime tel sport, l'autre ne l'aime pas, et il ne faut pas taper le poing sur la table et dire non, c'est pas comme ça. Tu te tais, tu attends, tu les laisses parler. Si on te demande ton point de vue, tu le donnes, sinon tu te tais. Religion, sport et politique. Voilà. Ne t'en mêle pas, parce que de toute façon, tout suit son cours. Oui, et puis, oui, ça c'est aussi très important. Parce qu'il y a un problème, il faut vite trouver la solution. Parce que si c'est un problème sans solution, il n'y a pas de problème. La vie elle-même, c'est un piège. Lorsqu'on vient au monde, c'est-à-dire, la vie, c'est un problème. De résoudre tous les problèmes de la suite. Ne crois pas qu'on vient au monde, on est petit, on n'a pas de problème. Tu vas avoir des problèmes de petit, après tu auras des problèmes d'école, tu auras des problèmes sur ton travail. Mais il faut toujours essayer, vite, de trouver la solution. Voilà. Que souhaiterais-tu voir changer pour que les humains vivent mieux ensemble? Oh, ben alors là, mon petit, les guerres, c'est un problème de personnes qui n'ont pas de sens des choses. Tu vois ma maison ici. Si du jour au lendemain, ils ont décidé de faire une route ou un aéroport, n'importe quoi, ils vont même pas me demander. On dit, voilà, monsieur, on vous donne tant, et puis il faudrait que vous délogez. Hein. On va faire pour dire qu'il n'y a rien qui nous appartient que le profit de bien-être pendant qu'on est vivant. Mais il n'y a rien qui nous appartient. Comment tu t'appelles? Elliot. Elliot. Ah, Elliot. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Comment vous faites pour encore marcher? Parce qu'il y a des gens de 100 ans, la plupart des gens de 100 ans, ils n'y arrivent plus à marcher, enfin, ils peuvent plus rien faire. Tout ce que je te souhaite, c'est de bien travailler, de ne pas te saouler, de ne pas te nourrir normalement, de ne pas faire de bêtises. Et je te souhaite que tu arriveras à mon âge. Mais je ne sais pas, dans l'ensemble, personnellement, je ne sais pas ce que c'est de me saouler une fois ou de me bourrer en mangeant. Je n'aime pas. Ouais, j'ai toujours l'estime de m'arrêter au moment juste. Je ne peux pas remercier qui que ce soit, que le bon Dieu occupe pour lui. Voilà. Voilà. Tu comprends, Semna? Oui. Je ne sais pas, je ne sais pour rien. Tout ce que je te souhaite, c'est d'être sage. D'accord? Alors je te souhaite 100 ans toi aussi. D'accord? Oui. Et toi et toute ta famille. Hein? Merci. Voilà. Pourquoi je chante cette chanson? Voilà. Et donc, en définitive,
Mon fils s'est marié. Ma belle-fille, depuis le premier jour, il m'appelait papa, donc j'ai un fils et une fille. Maintenant, elle m'appelle papy, mais c'est toujours été ma fille. Vraiment, on était émouvants, vous voyez, sont comme ma chair. Et donc, je voulais vous chanter cette chanson, que ça vous concerne vous aussi. Sophie, merci pour cette cérémonie d'aujourd'hui. D'abord, je ne m'attendais pas, je n'espérais jamais de la faire. Et donc, j'ai essayé de vous chanter si j'arrive, parce que je suis assez émouvant. Je m'émouve, vous voyez, facilement. Voilà. Voilà, pour tout le monde. D'abord pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour vous. Voilà. Toujours en italien, hein? Oui. Bon. C'è nel cielo milioni di stelle, in città 100.000 lanterne, ma con tutta la luce che c'è, siete voi l'universo per me. Et aujourd'hui, c'est vous qui m'apportez le plus. Ci sono milioni di amanti, con gli sguardi rapidi e veloci, ma con tutta l'amore che c'è, siete voi l'universo per me, l'universo per me. Voilà, en vous remerciant. Comment on vous appelle? Sacré papy. C'est vrai. Voilà. Je te dis à demain. Oui, Ou un autre jour si on se voit. oui, Hein? ok, je suis obligé. Ça marche bien là-bas? Ouais, t'inquiète. Merci.